Il est entièrement spontané, donc il est interactif, spontané et vivant. Donc vous n'hésitez pas à intervenir les uns et les autres. Et il est francophone. Mais en cas de défaillance, de problème linguistique dans la salle, nous avons un interprète à disposition. Donc si les Français ont parfois du mal à parler au français, n'hésitez pas à faire appel à notre interprète qui traduira les différentes discussions en anglais. Et je crois même qu'il y aura une... On a comme membres 27 pays OCDE, entre autres la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Corée. Mais on a aussi 22 pays qui sont membres du centre, mais ils ne sont pas membres de l'OCDE. Et en particulier le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, l'Inde, et depuis le 1er de juillet, la Chine. Donc, si vous avez eu des problèmes de trafic à Paris le 1er de juillet, en partie c'était notre faute. Voilà. Cela pour dire que donc les discussions qu'on fait sur ces sujets dans les deux institutions ne sont pas des discussions limitées aux pays, disons, les plus développés. Le contraire, on essaie de construire des structures de représentation globale, bien que ça ne soit pas... I don't know, in English, en anglais ça sonne mieux, mais tu mettras... Non, the global representativeness, not representation, ça c'est les Nations Unies. Voilà, donc, rien d'autre à dire, mais de passer la parole aux panélistes. Bien sûr. Et avant de passer la parole aux panélistes, nous allons avoir des exposés scientifiques. Voilà. Et je vais tout de suite demander à Miej Boul Rakutunariv, qui est la présidente de l'entreprise Nutrisas, de nous faire sa présentation. Vous avez 7 minutes, madame. Avec le micro. Je dirige l'entreprise Nutrisas à Madagascar. Et donc je vais vous exposer en fait la mise au point d'aliments de complément pour lutter contre la malnutrition infantile à Madagascar. C'était préparé en anglais, donc le PowerPoint sera en anglais, le discours sera en français. Juste peut-être pour mettre en contexte ce que je vais expliquer, c'est que Madagascar est un des 5 pays où la malnutrition infantile chronique est la plus élevée, puisque plus de la moitié des enfants de moins de 2 ans, ce qui représente 2 millions d'enfants, souffrent de malnutrition chronique. Les principales conséquences, en fait, c'est que ça génère 35% de mortalité infantile pour les enfants, et que, à part l'effet sur la croissance des enfants et leur résistance aux maladies, ça a aussi des répercussions irréversibles sur les capacités cognitives des enfants. Les principales causes de cette malnutrition, c'est en partie donc les mauvaises pratiques alimentaires, dues notamment aux pratiques inadéquates en fait, de la façon des parents en fait, à nourrir leurs enfants. Cela est dû à une mauvaise qualité des aliments que donnent les mamans à leurs enfants, et cela est dû à un manque de connaissance des mamans par rapport à ce qui doit être fait pour leurs enfants, mais surtout parce que sur le marché, il n'y a presque pas de produits de qualité nutritionnelle adaptés aux enfants qui soient accessibles à toute la population malgache. C'est pour cette raison qu'en 1998, l'ONG GRET et l'Institut national de recherche pour le développement, IRD, a mis au point en fait une stratégie, un programme de lutte contre la malnutrition qui est une réplication, une duplication d'un programme qui a été déjà instauré au Vietnam, qui est FASEVI, et qui est axé sur 2 principaux axes. Un, c'est la mise à disposition, la formulation et le développement d'aliments de complément adaptés aux enfants de 6 à 24 mois. Et de 2, une éducation nutritionnelle des mamans pour les bonnes pratiques alimentaires. Ça a été répliqué pour Madagascar et ça a été adapté au contexte malgache, puisque les axes sont toujours les mêmes. Le premier, c'était le développement et la formulation d'aliments de complément pour les enfants de 6 à 24 mois. Ce produit est la coubaïne. On appelle ça une bouillie de vie. C'est pour les enfants malgaches. Et c'est à partir de matières premières locales.
est produite localement et qui est accessible à tout le monde, puisqu'il est 5 fois moins cher, voire un peu plus, par rapport aux produits qui sont présents sur le marché local. Il est aussi, comme vous voyez sur les photos, vendu dans les petites épiceries, mais produit donc localement et adapté au goût de la population locale malgache. Il y a le deuxième axe, et qui est l'innovation apportée par le programme Nutrimad, c'est que ce produit est distribué à travers un réseau unique, c'est les restaurants pour bébés. C'est installé dans les quartiers défavorisés des grandes villes de Madagascar, et avec des femmes, comme vous voyez là, des femmes qui font du porte-à-porte pour distribuer le produit aux mamans, pour être le plus proche des mamans possible et le plus accessible aux mamans. Et le troisième axe qui accompagne ce programme, qui accompagne donc cette distribution et cette mise à disposition d'aliments de qualité, c'est l'éducation nutritionnelle aux bonnes pratiques alimentaires. C'était un projet, ça a duré 10 ans, et pour le rendre pérenne et pour pouvoir l'étendre dans toute l'île, le GRET ainsi que les partenaires ont décidé de créer une entreprise sociale qui est Nutrisaz. Nutrisaz est une entreprise qui a été créée en 2013 et qui a pour vocation de lutter contre la malnutrition, puisque reprend exactement le programme Nutrimad, mais en essayant de le rendre viable économiquement. C'est une entreprise qui est basée sur un modèle économique qui est voué qui a pour objectif d'être rentable économiquement. C'est-à-dire que le produit est vendu aux mamans à un prix modique, à un prix accessible, et cet achat-là génère en fait les ressources pour que l'entreprise puisse tourner et puisse payer les animateurs, puisse payer le produit et puisse vivre éternellement. C'est une entreprise qui est pour les pauvres. C'est une entreprise qui a bénéficié des recherches qui ont été menées dans le cadre de Fasevi, qui ont été transférées et dupliquées pour Nutrimad, et qui a donc bénéficié de cette technologie, de ces recherches-là. C'est également la seule entreprise qui travaille dans les restaurants pour bébés. Ça n'existe nulle part ailleurs, on est les seuls à le faire, et c'est unique, puisqu'on est les seuls à approcher les mamans et approcher les consommateurs sans aucun intermédiaire, et qui répond aux besoins des mamans au quotidien. En 2015, Nutrisaz, c'est 11 millions de repas qui ont été distribués, et c'est 45 restaurants pour enfants à travers toute l'île. Et on a pu créer, depuis la création en 2013 jusqu'à maintenant, plus de 200 emplois pour les femmes qu'on forme, qu'on appuie et qu'on aide pour être des vendeuses et des promotrices du produit. Et actuellement, tous les jours, on a plus de 8000 enfants qui bénéficient du produit, qui bénéficient de cette sensibilisation aux bonnes pratiques alimentaires. On en est arrivé là, c'est pas par hasard. C'est parce qu'on a pu bénéficier justement des résultats scientifiques qui ont été menés par le GRET et l'IRD pendant ces 10 ans-là. Sans ces résultats scientifiques, on ne serait sûrement pas là où nous sommes actuellement. On aurait encore dû travailler encore sur comment expliquer le produit, sur l'efficacité du produit et tout cela. Mais l'entreprise a bénéficié de ces 10 ans et plus vraiment dans l'extension et le développement de son réseau actuellement, et plus dans les recherches et le développement. On a pu être là parce que, en fait, cette phase-là, elle ne s'est pas faite sans financement. On a pu bénéficier pendant ces 10 ans de subventions, de financements qui nous ont permis donc d'accélérer les choses et de prouver l'efficacité du produit et du mécanisme qui a été mis en place. Actuellement, Nutrisaz, c'est 5 actionnaires qui sont très motivés, qui sont conscients et de cet objectif social qui est prioritaire pour Nutrisaz.
effectivement, la viabilité économique est toujours importante puisque c'est le garant d'une pérennisation des activités, mais il y a cet impact social qui importe également aux actionnaires et qui ont accepté d'être aux commandes de l'entreprise parce qu'ils sont convaincus. Ensuite, il y a toujours la présence du CRET, qui est un garant qui veille à ce que cet aspect social soit justement respecté, pour que l'entreprise ne devienne pas une entreprise seulement commerciale, qui ne prend plus en compte les besoins et les objectifs sociaux auxquels c'est attelé. Actuellement, on a une équipe qui est consciente de cette lutte contre la malnutrition, mais également qui est consciente également des enjeux économiques qui sont présents dans l'entreprise. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle... Whenever possible, regulatory authorities, both in India and in Kenya. So what I want to tell now is not the story of a successful technology transfer, as we have seen just now. It's rather a very brief analysis of the conditions under which such transfer, such capacity building can work, and I will answer to this question on the basis of the interviews I collected. The question is therefore how a research-intensive activity such as pharmaceutical industry can grow, and how can a country build its own pharmaceutical capacity. Of course, I won't fully answer this question, but I find interesting to compare the cases of India and Kenya, since it offers some insights about how things are working out. India, as you know, is today a global actor in the field of pharmaceuticals. It's the third largest in the world in terms of volume, with a growth rate between 12 and 15% during the last years, with more than 20,000 registered companies, more and more connections to strong added value activities such as biotechnologies and so forth. It took off in the 70s and 80s. In Kenya, on the other hand, the pharmaceutical industry is younger and much smaller, but it already plays a regional role. It comprises about 40 drug manufacturers, which provide around 30% of the medicines in the local market, and export more and more to the countries of the East African Union, but also to West Africa, in Ghana or Nigeria, for instance. Still, Kenyan manufacturers are meeting hurdles which appear quite clearly if we compare with the Indian scenario. So I would like to insist upon three of these obstacles that I saw during my interviews and that have also been shown by Indian economist Sudip Chaudhuri, who should have been here but who couldn't make it, unfortunately. So the first one is the fragility of industrial policy. In the Indian scenario, the major success from the 70s is due to the decision of helping the local industry to develop by multiple means. For instance, by making financial means available through the creation of financial institutions, by regulating the presence of multinational companies, or by seeking technological help from other countries. It was decided that finance, technology, and manpower were the pillars of pharmaceutical capacity, and that the regulation of foreign competition was necessary. So, of course, the situation faced by Kenya today is very different, since the dominant market laws make more difficult to resort to financial tools or to regulate international competition on the national market. So this is my first point. Industrial policy is necessary to attract competence and technology, and in its absence, it remains much easier to import medicines than to make them. In Kenya, you can find about 250 to 300 drug importers and only 40 manufacturers. The second element I want to underline is the international regulatory framework, and in particular in the case of intellectual property. The Indian government from 1973 to 2005 favored process patents over product patents, which basically means it was possible to copy a medicine as long as it was produced in a different way from the original one. This has entailed the success of reverse engineering, which was also a way to build capacity in the field of pharmaceuticals, and many works have shown that in the case of India or Brazil, for instance, reverse engineering is a major factor of the construction of pharmaceutical capacity. Of course, it is by making the drugs that you learn how to make them. Today, the international patent regime promoted through the TRIPS agreement or through a different kind of
bilateral agreements more and more, makes more difficult the kind of learning by doing, which was the case in India, since product patents are central to the intellectual property framework and prevent firms from copying a lot of different medicines. So this is my second point. The international regulatory framework plays an essential role in the acquisition of competence and know-how. The third important obstacle is the organization of the networks of drug procurement. Today, the complexity of pharmaceutical distribution, the major role played by international donors such as PEPFAR, Global Fund or NGOs, is a third element which can raise some issues regarding the construction of pharmaceutical capacity. I will give only one example of this. I met the director of one of the biggest drug manufacturers in Kenya, and we were talking about the fact that he was WHO pre-qualified to produce antiretroviral drugs. The WHO pre-qualification is a very hard to obtain label, and I just asked, what did it change? He answered me with mixed feelings. Well, he said, it has been quite a nice thing to get this, because we had to enhance a lot our production processes. We learned a lot and we improved a lot the quality of medicines, but to this day, we have not sold any antiretroviral medicines. I was quite surprised, but he kept on following. You know, there are really bigger players in the field, and the donors buy to the cheapest. Therefore, even if we produce locally, if it remains too costly, nobody's interested. And I think this is the most important point. It's not only an issue of national industrial policy, it's not only an issue of intellectual property, it's also about how the market is organized, who pays, who procures, and with what kind of requirements. And today for Kenya, there are both huge competitors such as India or China, and buyers who have cost efficiency considerations. The last major stake is to counterbalance this structure of distribution in order to improve local production. To conclude, I just want to emphasize the fact that technology and knowledge transfers must take into account this broader political economy in which they are taking place in order to be fully effective. Of course, the most important thing is for people to get access to the medicines. But in the long run, it is essential to ensure local technological capacity versus a global market in which medicines are more and more difficult to track and trace. And this, of course, requires knowledge transfers, but this means at the same time investing, training people, getting the technologies, adapting the regulatory frameworks in a comprehensive way, and putting pressure on procurement networks. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation qui fera sûrement réagir à la fois le panel et la salle. Notre dernière oratrice, dernière intervenante, Frédéric Seyler, qui est une directrice d'une unité mixte de recherche de l'IRD, Géodev, enfin Espace Dev, avec le projet Géodev. Et Frédéric va nous parler le temps qu'elle trouve sa présentation. Oui, tout de suite. Voilà. Alors. Elle arrive. Elle arrive. Alors, je vais me présenter brièvement. Donc, j'ai une expérience de 25 ans en recherche et en partenariat avec les pays du Sud. D'abord le Cameroun, l'Afrique centrale, ensuite l'Amazonie. Aujourd'hui, je dirige une unité de recherche qui a initié donc, un réseau de stations d'acquisition d'images satellites en zone intertropicale. Et ce serait une intéressante histoire à vous raconter, mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'exemple des ressources en eau et du suivi des ressources en eau par télédétection. Parce que je pense que c'est un très bon exemple pour illustrer 3 points. Premièrement, le premier point, c'est la capacité donc, de la télédétection et des images satellites pour le suivi de majeure partie des cycles environnementaux. Le second point, c'est le gap à franchir entre la science et la technologie, et on verra que c'est important. Et le troisième, c'est évidemment le transfert des capacités et la formation. Donc l'histoire recommence par la science, évidemment, et elle a commencé pour l'altimétrie spatiale dans les années 50. Et les premiers satellites d'observation de la Terre en altimétrie ont été conçus pour suivre le niveau des mers et les calottes glaciaires.
Dans les années 90, la précision de localisation des satellites sur leur orbite a énormément augmenté, et du coup il y a des équipes françaises et américaines qui se sont intéressées aux mers intérieures et aux grands lacs. Et vers les années 2000, l'idée d'utiliser ces mesures satellites pour les rivières est née dans un programme de recherche en partenariat avec le Brésil pour l'Amazonie. Alors évidemment, le bassin amazonien est l'objet rêvé pour ce type d'études. Un quart de l'Amérique latine, 20% de l'eau totale qui arrive à l'océan global, mais aussi on peut y trouver tous les enjeux de ce type de recherche. Bien sûr, c'est la principale voie de navigation en Amazonie, la production d'électricité, la compétition entre le besoin de préserver les écosystèmes et la biodiversité contre le besoin d'alimenter les cultures, les troupeaux. Évidemment aussi l'alimentation des populations qui sont en explosion dans le bassin amazonien, le long des rivières. Donc tous les et enfin, mais peut-être le plus important, c'est un très bon exemple de bassin transfrontalier. En dehors de toutes ces qualités, le bassin amazonien avait aussi l'énorme avantage d'être un laboratoire pour ce type d'études. Il y a des rivières de toutes les tailles, de toutes les orientations par rapport aux traces de satellites, et c'était important. En plus, le gouvernement brésilien maintient un très bon réseau de mesures in situ dans le bassin, et en plus, il met les données à disposition à travers un portail de données unique. Et ça, c'est des conditions qui sont vraiment exceptionnelles pour un bassin tropical de cette taille. Donc, nous avons pu mener pendant peut-être environ 10 ans un très grand nombre de campagnes de terrain qui ont servi à calibrer et à valider ces données satellites pour le cas particulier des rivières. La seconde partie de l'histoire, c'est le transfert de capacité. Deux de nos anciens étudiants en thèse ont créé des laboratoires, l'un à Manaus, l'autre en Colombie. Ils sont en train de former de nombreux étudiants au traitement de données altimétriques, et on a atteint une capacité suffisante pour commencer à s'intéresser à d'autres bassins, en particulier au bassin du Congo, avec l'idée de dire, bon, nous avons trouvé le concept sur le bassin amazonien, testons-le sur d'autres bassins, en particulier sur le bassin du Congo. 3 slides pour illustrer ça. Le bassin du Congo, depuis les années 2000, il reste 7 stations de mesure in situ. Il y en avait beaucoup plus avant. Elles se sont éteintes, elles ont cessé de fonctionner dans les années 90. Aujourd'hui 7, dont une seule, celle de Kinshasa-Brazzaville, qui met à disposition les données sur Internet dans un délai relativement suffisant pour pouvoir les utiliser. Ça, c'est le réseau ce qu'on appelle les stations virtuelles, c'est-à-dire les stations qui n'ont pas de matérialisation au sol, mais qui ont été créées grâce aux données spatiales. Vous voyez la densité des stations pour le bassin du Congo. Il faut savoir que le bassin du Congo, c'est à peu près la moitié du bassin amazonien. Et donc, cette station, donc une qui fonctionne vraiment avec mise à disposition des données, contre les 250 stations dont nous disposions dans le bassin amazonien. Et voilà un exemple de produit qu'on peut faire avec ces données. Là, le bassin du Congo toujours, en bleu, vert, les rivières qui, pour une date donnée, sont plutôt en excédent d'eau, et en rouge, le contraire, en déficit d'eau pour la même date, et en rouge, les rivières qui sont en excédent. Et donc, on peut suivre, si je retrouve mon curseur, non, j'ai perdu, excusez-moi, le voilà. Donc on peut suivre, date après date, l'évolution de la ressource en eau de façon globale dans tout le bassin grâce à ces données. Donc voilà, la science arrive à produire quelque chose d'utile pour le suivi des ressources en eau dans le bassin du Congo. Maintenant, l'autre histoire, c'est le transfert de technologie. Au Brésil, nous avons eu comme partenaires 2 institutions brésiliennes
qui utilisent aujourd'hui, donc les deux institutions, ce sont l'ANA, c'est-à-dire l'Agence de l'eau brésilienne, et la CDRIM, qui est le service hydrologique, le service de ressources naturelles du Brésil, qui aujourd'hui utilisent dans leur pratique quotidienne ces données pour le suivi du bassin amazonien. Donc c'est un exemple de transfert que nous avons réussi, je pense, avec nos partenaires scientifiques brésiliens, du transfert de technologie. En 2011, dans le cadre du programme AMESD, nous avons transféré l'ensemble des données qui avaient été produites sur le Congo à la CICOS, qui est l'agence de bassin Congo-Bangi-Sanga, qui est basée à Kinshasa, et qui est donc l'agence intergouvernementale qui est en charge de tout le bassin du Congo. On a formé un ingénieur de Kinshasa au Brésil, à l'ANA. Moi, j'ai effectué plusieurs sessions de formation à Kinshasa, mais aujourd'hui, ces données ne sont pas encore utilisées dans le cadre du bassin du Congo de façon efficace pour aider aux décisions qui sont à prendre pour ce bassin. Donc, en conclusion, je dirais que le transfert de technologie, il peut se faire s'il y a des institutions capables de les mettre en œuvre. Et que ce pas, il est absolument essentiel pour vraiment une efficacité dans le transfert. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, on a entendu 3 présentations très intéressantes. On a tous envie, peut-être, en tout cas mon cas, de rentrer dans le détail et de poser des questions davantage. Mais il y a des points en commun qui peuvent faire l'objet, effectivement, de notre débat. La question qui vient d'être évoquée, c'est-à-dire l'importance de la dissémination, qui des fois rentre maintenant comme un déjà-vu, et donc on dit oui, il y a aussi la dissémination. En vérité, c'est beaucoup plus que ça, parce que pour quelles raisons, des fois, technologies qui sont très connues ne s'y diffusent pas? Mais parce qu'il n'y a pas un marché qui est disponible à payer pour cette innovation. Alors, c'est une question de revenus. Des fois, c'est simplement une question de savoir, c'est-à-dire que les opérateurs locaux ne voient pas l'intérêt. Alors, les exemples en question étaient compliqués. Les pêcheurs ou les gens qui peuvent être informés et intéressés à cette technologie, peut-être ils n'ont pas le revenu. Mais pensons dans les PMI qui travaillent sur le textile ou l'habillement, combien certains produits informatiques pourraient être utiles. Comme ça ne se développe pas une demande payante, le secteur privé ne va pas offrir quelque chose qui, pour qu'il soit acheté, il faut taper pendant 2 ans à la porte des petits producteurs pour les convaincre quant au fait que cette technologie est intéressante. Donc, la question de dissémination reste une question particulièrement cruciale. Des fois, plutôt que les aides financières, des systèmes d'intervention similaires aux extension services encore de l'ancien New Deal peuvent être particulièrement utiles, en incluant aussi l'agriculture comme c'était le cas. La deuxième question, à mon avis, c'est comment est-ce que aussi on va plus loin de ce qu'en anglais on appelle le conditional cash transfer. Le cas que vous avez présenté est très significatif parce que dans la même question que vous vous êtes posée, c'est la sont posée avec Bolsa Familia et Oportunidades, que s'appelait Progresso au Mexique au début. L'idée est comment est-ce qu'on peut nourrir les enfants dans les mois 24 qui sont cruciaux pour la formation de leur cerveau. Et la réponse, en vérité, on donne de l'argent aux femmes, ce qui est bien, et pas aux hommes, à condition que les enfants aillent avoir un docteur et un médecin. Bon, oui, vous allez beaucoup plus loin, parce que ça ne suffit pas que les enfants ils mangent ou ils aillent à l'école, ils voient un docteur pour qu'ils mangent ce qu'il faut. C'est ça le point crucial. Et donc, à nouveau, l'aide financière, bien que conditionnelle et intelligente, des fois n'est pas suffisant. Il faut aller bien plus au-delà. Et donc, c'est là la place pour la recherche et la possibilité de trouver des solutions qui, en plus, si on pense au secteur alimentaire, sont des solutions nécessairement locales. Puisque, ça suffit de penser à mon pays, qu'est-ce que ça change la nourriture d'un endroit ou l'autre? Là, le cas, c'est le riz. Le riz qui est, dans un certain âge de l'enfant, il n'est pas nécessairement la nourriture la plus appropriée. Mais dans des autres communautés, pensons à l'Amérique latine, c'est plutôt le maïs.
Et donc, le produit que vous pouvez trouver dans un cas ne s'applique pas nécessairement dans l'autre. Donc voilà, la question est très importante. Pour en finir avec la question de la politique industrielle, qu'on voit évoquer de plus en plus. Bien évidemment, la politique industrielle, on en parle souvent maintenant quand on pense aux pays qui produisent des ressources naturelles, parce qu'ils sont bloqués dans le malaise hollandais, et donc comment est-ce qu'on peut pouvoir une diversification économique qui n'est pas venue, bien qu'il y a eu 20 ans maintenant des développements des pays émergents avec des prix de matières premières qui auraient permis d'utiliser la rente qui s'était créée pour faire davantage de la diversification. Mais vous allez plus loin, vous dites, oui, c'est aussi comment est-ce qu'on répond à des questions basiques comme les médicaments, et donc ce n'est pas seulement la question de la spécialisation en ressources primaires, c'est aussi comment est-ce qu'on peut garantir une production nationale qui est en condition de répondre aux besoins nationaux. Et là, vous citez toute une série de questions comme la structure de marché, les brevets, et de suite. La vraie question qui reste quand même derrière à ça est comment est-ce qu'on va la faire? C'est évident que la solution du Washington Consensus, ça suffit de créer de bonnes conditions de contexte et tout le reste va suivre, ne marche pas. C'est évident. Donc, il faut intervenir. Mais comment? Est-ce qu'on intervient comme le plan de calcul? Est-ce qu'on fait des forts investissements dans les technologies de pointe? Est-ce qu'on vise des grosses entreprises? Et vous semblez dire que non, pas nécessairement. Des grosses entreprises qui, après, ils vont avoir un impact diffusif à la Pérou ou autre type de situation, ou est-ce qu'on intervient autrement? Voilà, je pense qu'il y a de ces trois exemples beaucoup de questions qui s'ouvrent, et donc on a ici un panel pour les traiter et les résoudre sûrement. Et donc on va commencer par Caleb Bay, qui est maître de conférences, Centre de sciences de l'alimentation et de la nutrition à l'Université d'Addis Ababa, et qui a bénéficié d'une bourse IRD, donc c'est aussi une façon pour voir les impacts. Alors, donc, à vous la parole. Dire un peu ce qui a été présenté par rapport à l'alimentation des jeunes enfants, concernant la malnutrition chronique, par exemple, stunting en anglais. Stunting, jusqu'à maintenant, où la malnutrition chronique a été vue comme un problème de santé. Ça, c'est dans les meilleurs cas. Sinon, c'est juste les nutritionnistes qui considèrent que c'est un problème. Maintenant, de plus en plus, c'est considéré comme quelque chose d'important dans la santé, mais c'est plus que ça. Donc, parce que les mots techniques, je les connais en anglais, excusez-moi, pour que je mets... I need to reach the points. So, the first thing is, we need to see how nutrition is impacting our world. 165 million children under 5 are undernourished today. 42 million are obese. And billions are micronutrient deficient. And this has been considered as a health problem alone. But I would like to show or illustrate how it's a social, economic, and environmental problem. And thus, a very good candidate for sustainable development. Okay? And this narrow view of nutrition, malnutrition as a health problem only, is now being recognized as one of the causes why we were not able to meet some of the MDGs. For example, eradicating poverty. Okay? So now we're at a turning point where we can correct and learn lessons from our experience. And the SDGs would give us that opportunity. But if you look at nutrition in the SDGs and the 17 goals, ambitious goals that we have, you will only find it within words in the SDG 2 and indirectly in SDG 12. And so this, if you're not a nutritionist, or if you were not, if you're not keeping up with the literature in nutrition, then you would think, well, it's one of the 17 goals, between goals, so it may not be that important. So what I want to show is that the SDGs, all the 17 goals are interlinked. And nutrition is an important input and output of the SDGs. Okay? Examples. 3.1 million children die every year
okay, from preventable causes, of which 45% are due to undernutrition. 45%. Okay, those who are dead, we're sorry. But those who survive have usually consequences, like they fail to grow, that's what we call stunting. But then that's not just it. It's not about height. I'm short, but I'm okay. But it's more than that. The consequences include compromised cognitive and physical performances, and this undermines productivity, education, and future earnings of those affected. What does it mean then? It means that if you could not correct undernutrition or stunting, then it may be difficult to meet SDG 1 and poverty in all its form everywhere. How would you end poverty where you have 40, 50% of your population surviving from cognitive deficits? That's practically a difficult question. SDG 3, ensure inclusive and equitable quality education to promote lifelong learning. We're talking about equitable education. If you don't have the cognitive performance to stay in school, you can't. So SDG 3 will be compromised. SDG 8, promote sustained, inclusive and sustainable growth, full and productive employment, decent opportunities for all. Well, before you even grow up, you're limited because of the undernutrition that you've suffered early in life. So this alone, not meeting those 3 SDGs, would be a great compromise to meet the sustainable development goals. I can keep on like that. There are many things that nutrition touches upon. Activities. We may provide the food. It is important. Like the example from Madagascar showed us that by providing adequate food will help children get rid of poverty, out of malnutrition. It is an important component, but there are other things as well. Like mother is the one who cares for the child. If the mother is overburdened by day-to-day job, like fetching water, traveling 5 kilometers to get water, how can she care for her child? Are we thinking of those kind of things in nutrition? It is a key component that needs to be addressed if we want to address nutrition. That would mean then we will need to ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. That's SDG 6. So without adequate water, then she will need to travel kilometers to get that water. That will have an impact on nutrition. And again, if you don't achieve gender equality, then you will also have problems. For example, energy is an important sector. Of lack of electricity, the mother needs to travel, collect fuel wood, and then use fuel wood to cook. That's indoor pollution. And indoor pollution has been linked with malnutrition. So besides food, energy to cook food, clean energy to cook food is also important. So that would mean then we need SDG 7, ensuring access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. But that is not easy. For that to happen, we need to make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. That's SDG 11. Look how nutrition crosses several of the SDGs, if not all. So what do we need, we from the research centers, from academia? We need a global partnership that doesn't look at the problem of nutrition, but also the problem of development from all our disciplines. I'm a nutritionist, but I need to work with those that provide energy because it affects me. I'm a nutritionist, but I need to work on gender equality because it affects me. So what does it mean? Then that means that the way we're doing research at the moment and the way we appreciate the value of research is going depth.
But what we need more in the future is to work together, make difficult decisions together. When I say consume fish twice per week, I need to sit with the environmental guy that says, woohoo, that's a lot of burden on the earth. And so we need to sit together and think the optimum solution, possible optimum solution. So that would need a new way of doing research, a research of delivery. Thank you. Ça, c'est très intéressant et très instructif. Et je me pose la question suivante. Donc, si on analyse, je reviens à l'exemple des bolsas familiales, ou des oportunidades, non? D'humidité et de nature dans tout le monde maya qui sont tropicales, alors que dans le nord du Mexique, on est en plein désert. Donc, il est évident que le type de nourriture et le type aussi de conditions pour les produire varient de lieu à lieu. En vérité, ça suffit 30 km parce que ça change. En plus, si on prend en compte qu'il y a 90 langues au Mexique, il est évident que le problème est compliqué. Alors la question devient, à quelle unité d'analyse on applique cette multidimensionnalité? Sur quel objet on va travailler? Est-ce qu'on travaille sur le monde entier, avec le risque de terminer avec des appels de bonne volonté à la mixité des savoirs, ce qui est souhaitable, entre autres, mais ou est-ce qu'on essaie d'être plus pratique? Et là, la question devient, par exemple, cette différente nature entremêlée des problèmes. On l'applique peut-être à des milieux locaux, parce que là, ça s'exprime avec force la voix des citoyens. Et en plus, et là que ça s'applique aussi une autre chose, la connexion qu'il y a entre les investissements publics. Prenons le problème d'un autre côté. Imaginons que pour résoudre la question de la nourriture, il faut beaucoup intervenir sur l'éducation. Moi-même, j'ai visité dans la Sierra Sur de Oaxaca des lieux où il y avait une école qu'on allait inaugurer. Et bon, il y avait des ordinateurs, des professeurs. Le petit problème, il n'y avait pas la connexion Internet parce que l'antenne dépendait d'un autre ministère. Résultat, les investissements publics, en vérité, ils viennent aussi en bande, pour utiliser une expression anglaise. Et on l'a oublié, parce que de plus en plus, on a travaillé de façon sectorielle. On a perdu la planification, et donc les connexions entre ces choses ne se font pas. Donc, du côté de la demande, comme du côté de l'offre, comment est-ce qu'on va pratiquer cette multidimensionnalité dans l'application des objectifs? Voilà, ça, la grande question. Mais je ne sais pas si on peut avoir tout de suite une réponse de notre deuxième intervenant. Passons la parole maintenant à Mohamed Ouedraogo, qui est directeur de recherche, Bureau des ressources humaines pour la science et la technologie de l'Union africaine. Sûrement, il y a beaucoup d'exemples dans le territoire de qui vous vous occupez, qui n'est pas vraiment petit. Alors, à vous la parole. Au but où l'amener, et bien sûr, comment s'assurer que les différentes parties prenantes contribuent pour que justement ce qui provient de la recherche soit quelque chose qui soit utile, non seulement pour le milieu où la question a été identifiée, mais aussi bien au-delà. Parce que c'est ça, en fait, la question qui est posée, que la recherche doit répondre. Moi, je voudrais d'abord dire que il est très important, effectivement, que la question soit bien identifiée. Que ce soit une question qui réponde aux préoccupations locales. La cause est bien simple. Si je prends par exemple la question sur la question pharmaceutique, moi je poserai la question, et la médecine traditionnelle africaine, par exemple, où est-ce qu'on la met? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il est indiqué que près de 80% des populations africaines utilisent toujours la médecine traditionnelle d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'à partir de là, justement, on peut avoir une initiative qui puisse effectivement répondre à cette question plus ou moins locale et qui
aussi être dans le contexte de réseaux qui répondent au contexte, je dirais, traditionnel africain. Comparé par exemple au réseau, bien sûr, où c'est les grandes firmes qui sont là, qui ont déjà occupé la place, bien sûr, et qu'il est absolument très difficile de déloger. Si je reviens un peu à la question en l'abordant d'une façon politique, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont menées. Et dans le contexte africain, on peut se poser la question à savoir pourquoi est-ce que le local a des problèmes pour s'investir dans la recherche. Parce que c'est ce que nous rencontrons dans la plupart des pays africains. Investir dans la recherche est l'une de nos préoccupations. C'est la préoccupation première au niveau de l'Union africaine, qui croit bien sûr que la recherche, la science et la technologie, c'est ce qui va tirer l'Afrique dans le nouvel, je vais dire, dans le nouveau monde, dans le nouveau développement, dans un nouvel élan de développement. Et pour que cela arrive, il faut que nous soyons dans une situation où nous arrivons à faire le lien entre la recherche et les problèmes qui sont résolus, montrer effectivement qu'à partir de la recherche, on peut arriver à l'innovation, on peut résoudre des problèmes spécifiques de la société, et aussi que le chercheur peut effectivement, à partir de sa recherche, arriver à améliorer son bien-être à lui aussi. Ça aussi, c'est des effets, je dirais, pour de la recherche qui va probablement arriver si nous devons montrer et justifier, convaincre le politique qu'il doit investir dans la recherche pour la rendre beaucoup plus, je dirais, accessible, et beaucoup plus durable et beaucoup plus en lien avec son rôle, c'est-à-dire contribuer à résoudre les problèmes de la société. Prenons par exemple le cas de la télédétection où il y a effectivement du travail qui a été fait. Bien sûr, des technologies qui ont été développées, des technologies qui répondent effectivement à un besoin. Mais il nous faut du temps, justement, pour que cette technologie soit perçue comme une technologie qui peut générer peut-être des ressources ou d'autres éléments pour que le privé puisse s'investir dans cette technologie. C'est ce que moi je retrouve au niveau de la présentation qui a été faite sur la télédétection pour la gestion des ressources en eau. Et pas seulement les ressources en eau, les ressources naturelles d'une manière générale, qui sont très importantes pour que nous puissions arriver à préserver l'environnement. Et ça répond à un certain nombre justement de SDG. Arriver à nous assurer que nous protégeons ce que nous avons aujourd'hui et que nous pouvons léguer quelque chose pour le futur. Et pour être plus court, je dirais, agir localement et bien sûr arriver à promouvoir ou du moins à générer des technologies qui sont valables aussi dans d'autres milieux. Mais en vérité, vous nous suggérez aussi quelle est la connexion. C'est-à-dire, il y a une spécificité locale, et là, il faut construire la réflexion. Il y a un problème global, mais il y a aussi une possibilité intermédiaire qui est un réseau de lieux, qui, puisque spécialisés dans les mêmes types d'activités ou avec les mêmes problèmes, ils peuvent se connecter. Là, j'ai un exemple. Nous, au niveau des gouvernements, on était confrontés à la même question. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un réseau des 22 pays qui sont spécialisés dans les ressources naturelles pour qu'ils discutent entre eux sur quoi faire compte tenu de la spécialisation qui est lock-in. Et là, il y a des pays comme la Norvège, mais il y a aussi des pays comme le Pérou ou le Mozambique. Voilà. La formule du réseau permet effectivement
de construire des relations entre des lieux qui ont les mêmes caractéristiques, bien qu'ils ne sont pas à proximité géographique. Et notre raisonnement, il s'enrichit beaucoup, et donc continuons directement avec Philippe Yachin, président de la Coordination Sud. Pour favoriser aussi, laisser un peu de temps au débat avec la salle. Moi, j'ai été très intéressé par les trois présentations qui nous ont été faites, également par les interventions à la tribune, mes collègues. Je vais essayer de répondre. Vous nous avez posé, intervention après intervention, différents défis qui sont tous les uns plus complexes et plus difficiles que les autres. Et je pense qu'éventuellement, les uns et les autres ici, on en donne non pas une réponse absolue, c'est clair, mais peut-être quelques éléments pour la réflexion. Et je voudrais, moi, aborder quelques points qui me semblent ne pas l'avoir été beaucoup à ce stade. Pour les ONG, hein, la famille des ONG que je représente là, donc moi je ne suis pas chercheur, je suis praticien, enfin ici représentant une plateforme d'ONG, et j'ai surtout été praticien sur le terrain de l'activité, de projet de développement. Il y a un élément qui nous paraît fondamental dans l'exercice, c'est d'abord l'implication des dits bénéficiaires. On n'a pas beaucoup parlé de là, jusque-là, des acteurs sur le terrain, et de ceux qu'on appelle les bénéficiaires, et que nous on préfère appeler les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire du citoyen. Dans les technologies ou dans les innovations qui sont développées, pour nous, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès s'il n'y a pas d'appropriation, s'il n'y a pas de socialisation de la technologie ou de l'innovation. Plus encore, l'innovation, elle peut venir des citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire il faut aussi savoir valoriser les technologies populaires ou les innovations populaires ou citoyennes, et non pas uniquement partir de principes d'innovation académiques. Deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas une solution il n'y a pas une solution unique pour des problèmes qui sont souvent divers. Et donc ça a été démontré, je pense que la question aussi a été reprise. Je ne sais pas, sur le projet, sur le transfert de technologie entre le bassin amazonien et le Congo, bon, j'imagine que la présentation est allée un peu vite, mais bon, il est clair que ça ne suffit. L'appropriation, y compris institutionnelle, ne suffit pas. Donc il faut clairement sortir de l'idée d'une solution unique pour un problème et relativiser. Les innovations qu'on peut avoir dans certains territoires ne sont pas forcément des innovations dans d'autres territoires. Ça, c'est très important. Alors ça, c'est aussi la question, effectivement, de la localisation de l'innovation et de son adaptation au contexte. Donc la pertinence d'une innovation, elle est relative au contexte dans lequel elle se développe. Et elle n'est pas pertinente dans l'absolu. Deuxième élément, la qualité pour nous d'une nouvelle technologie, elle est évidemment dans sa technique, elle repose sur sa technicité, oui, mais elle se mesure aussi dans sa facilité d'appropriation. C'est-à-dire il faut que, autrement ça ne sert à rien. Si on est sur des technologies trop compliquées, inaccessibles aux citoyens, elles sont souvent malheureusement captées par des spécialistes qui les maîtrisent, mais elles ne sont pas, elles ne disposent pas, en tout cas elles ne permettent pas une appropriation citoyenne qui pour nous est fondamentale. Donc il y a cette problématique-là, et pour nous elle passe par la participation dès le départ, l'association dès le départ des acteurs de terrain. Peut-être un autre élément, alors il y a eu beaucoup de choses sur le contexte favorable, on va dire. Bon. Là aussi, évidemment, il y a beaucoup de choses qui pour nous sont importantes. L'innovation n'est pas que technologique, elle est aussi, elle se développe dans un environnement où on accepte de transformer les méthodes. L'innovation, elle est aussi méthodologique. On accepte de transformer nos organisations de travail. Donc, il faut qu'elles soient accompagnées par des innovations de type organisationnel. Puis, je vais un peu plus loin, il faut qu'elles s'accompagnent aussi d'innovations de type institutionnel. Alors là, effectivement, si l'environnement organisationnel, institutionnel n'est pas prêt ou ne se transforme pas, il y a de fortes chances que les innovations ne puissent pas trouver un environnement favorable. Et le dernier élément qui est encore plus fondamental, c'est l'innovation financière. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les instruments de financement évoluent et soient prêts à accompagner
le développement des innovations et leur passage à l'échelle. Et aujourd'hui, malheureusement, il existe très peu de bailleurs prêts à financer, à prendre le risque de financer de la recherche expérimentale ou de l'action expérimentale qui peut développer de l'innovation, mais dans des temps qui sont forcément longs. Alors je ne sais pas qui l'a dit, mais on a parlé de temporalité longue. Enfin, si l'expérience de Madagascar, c'est 10 ans, vous avez dit, pour passer à l'échelle. Bon, quel bailleur aujourd'hui est prêt à soutenir? Il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à y aller. Et au contraire, on est de plus en plus soumis à des contraintes de type résultats immédiats, de type parfois un peu comptable, et qui empêchent donc la capacité à prendre des risques et à aller sur des terrains qui ne sont pas forcément maîtrisés à l'avance, mais qui demandent du temps pour que l'ensemble des parties prenantes expérimentent et s'approprient au fur et à mesure l'expérimentation. Donc l'innovation des mécanismes financiers pour nous est fondamentale. Alors, bon, on l'a abordé aussi, la question des acteurs. La nécessité qu'il y ait des alliances d'acteurs autour de ça. La recherche a besoin d'acteurs qui investissent, qui prennent des risques, qui agissent, et inversement, les acteurs ont besoin des contributions de la recherche, et je pense qu'on est encore insuffisamment liés les uns aux autres. On a parlé de communauté d'acteurs, je pense qu'on travaille beaucoup, encore trop, dans des logiques de mono-acteurs. Il y a des contre-exemples, celui de Madagascar encore, en est un, mais il faut développer davantage ces logiques-là. Peut-être dernier élément de réflexion, alors on est dans le contexte des ODD, n'est-ce pas? Donc l'universalité des ODD, on parle de politique industrielle, de politique de la recherche. Alors, il nous paraît qu'il faut changer d'angle pour la politique de recherche aujourd'hui, c'est-à-dire ça n'est plus comme ça peut être encore le cas dans les inconscients collectifs, de faire en sorte qu'une partie du monde en rattrape une autre. Si la recherche est dédiée à ça, je crains qu'on reste dans une logique peut-être d'offre, et dans une logique qui méconnaîtra encore longtemps, effectivement, des techniques, des savoir-faire qui sont présents un peu partout dans le monde et qui sont utiles à la planète tout entière. Donc si l'enjeu pour nous, c'est que la recherche ou que l'innovation nous permettent à tous une transition écologique et une transition sociale pour une planète plus durable, à ce moment-là, effectivement, il s'agit de revoir, dans un partenariat peut-être mondial, à rediriger la recherche véritablement dans ce sens-là. Et à reconnaître, alors il y a des éléments intéressants dans le document, dans le draft pour Addis en discussion, mais reconnaître effectivement les connaissances, les savoir-faire, alors ce qu'on appelle les savoirs traditionnels des pays du Sud qui sont souvent méconnus et insuffisamment valorisés. Mais non pas non plus pour les figer dans une sorte de mystification, mais au contraire pour les valoriser et pour les fructifier, parce qu'ils peuvent être riches d'enseignements, y compris pour nos sociétés au nord. Voilà ce que je peux dire, peut-être rapidement. Je pense que je vais m'arrêter là pour laisser place au débat. Merci beaucoup Philippe. On va poursuivre donc le débat et on va excuser Mario qui a été appelé et happé pour remplacer quelqu'un, je crois, de l'OCDE au dernier moment et donc il a été obligé de déserter. Donc on gère ici aussi les imprévus avec une grande résilience, et une grande capacité de rebond. Et voilà, donc je vais passer maintenant la parole à notre dernier intervenant du panel, qui est le ministre djiboutien de la Recherche, Monsieur Mohamed Nabil. Et donc il va un petit peu peut-être nous apporter son éclairage à la fois, je dirais, opérationnel, parce que c'est quelqu'un qui connaît bien le terrain de la recherche, mais son éclairage aussi de politique, sa vision politique, et les interpellations qui ont été un petit peu faites sur ces sujets, à la fois par le représentant de l'Union africaine, la société civile, l'universitaire. Enfin, voilà, Monsieur le ministre, vous avez la parole pour nous faire part un petit peu de votre réaction. Avec des idées très confuses. Donc, je vais essayer de... La technologie se trouve dans les pays occidentaux et dans les pays qui ont le plus de moyens. Et les besoins se trouvent dans nos pays et nous n'avons pas souvent la maîtrise de cette technologie. Et on s'est réfugié pendant des années, que ce soit les politiques, que ce soit les bailleurs, de se dire on va faire un transfert de technologie, mais ces gens-là n'ont pas des gens formés. Pour que ce soit durable, il faut qu'il y ait des gens formés sur place.
Alors, on voit l'évolution des choses, en tout cas sur Djibouti, je le vois, et dans beaucoup de pays africains, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des gens très bien formés et qui ont cette capacité de comprendre ce que c'est qu'un transfert de technologie, qu'est-ce que c'est qu'à la recherche, et qui utilisent les mêmes outils que dans les meilleurs laboratoires qui soient en Occident. Maintenant, c'est l'efficacité du résultat. Un résultat ne peut être efficace que s'il est adapté à une action ou à un problème qui se trouve dans le pays. Et c'est là où moi je fais le lien entre le besoin et le bénéficiaire. Parce que qui identifie le besoin, c'est le bénéficiaire. C'est une question qui a été posée par mon ami Ouedraogo. Il y a des bénéficiaires. Ce sont les gens qui souffrent d'un problème qui seront les véritables bénéficiaires. Alors, est-ce que le transfert des technologies va se faire directement vers eux? Pas forcément. Pas forcément, parce qu'il y a différents niveaux des technologies. Et les populations les plus défavorisées ne sont pas forcément capables ou aptes à maîtriser ces technologies. Donc il y a différents niveaux de transfert des technologies. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point important qu'on doit avoir en tête, c'est que jusqu'à maintenant, effectivement, la recherche a toujours été dénigrée parce que personne ne veut financer la recherche. Et pourquoi? Parce que si bien les politiques que le bailleur ne s'inscrit que dans un temps limité et non pas dans la durabilité. Chacun de nos pays a signé toutes les conventions. Et dans chacune des conventions, c'est marqué transfert des technologies. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas de transfert de technologies efficace. Et je peux, vraiment, c'est pas parce que j'ai de l'amitié pour l'IRD, c'est une des rares institutions qui a compris qu'un développement durable ne peut se faire, et j'en témoigne personnellement, qu'à travers un transfert de technologie et une formation et un véritable partenariat égal à égal. Ça, c'est un premier élément. Nous l'avons expérimenté sur les palmiers dattiers à Djibouti et nous avons dans cette salle un exemple qui est Abdourahmane Daher qui a fait son doctorat à l'IRD de Montpellier. Je pense que si on veut, pour aller très vite parce que j'ai tellement de choses à dire, si on veut vraiment répondre à toutes les questions, et c'est difficile de répondre à toutes les questions, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier élément, c'est que nous devons avoir des actions adaptées aux problèmes. Ça a été dit par tout le monde. Nous ne pouvons pas continuer à former des Africains, des Sahéliens sur des problématiques qui n'ont rien à voir. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent, quand ils rentrent chez eux après une très bonne formation en Europe, ils font un tour d'un mois ou de 2 mois, ils voient qu'ils n'ont pas les outils pour travailler dans leur pays, ils repartent en Occident, ils trouvent du travail ou pas. Et c'est perdu pour le contribuable français dans le cas précis, et c'est perdu également pour le pays. Et ça, je pense qu'il faut être vigilant sur cet aspect-là. Maintenant, quel type de recherche mener? On a parlé, faut-il réfléchir local, ou faut-il réfléchir régional ou international? Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce que a été présenté par nos 3 présentateurs. Je prendrai celui de Madagascar qui me semble qui est un de plus parlants. Comment partir d'un local pour arriver au régional et international? Moi, je voudrais continuer la discussion par la suite avec elle parce qu'on a un véritable problème de nutrition à Djibouti et comment on peut, de ce que vous avez fait, passer de Djibouti à la région est-africaine et pourquoi pas voir dans tous les pays sahéliens. Et je pense qu'on ne peut mobiliser de fonds que si on présente des projets qui ont marché quelque part et comment réfléchir du local au régional et international. Et là, il y a un véritable besoin. C'est ça des actions, je pense, sur lesquelles nous devons travailler parce que ce sont des véritables actions adaptées à notre environnement. Je prendrai un autre exemple. Nous avons tenu du 2 au 4 mai à Djibouti un sommet très intéressant qui s'appelait Environnement, risques et opportunités. Et j'ai dit, ne me parlez surtout pas de risques, parce que les risques, on les connaît. Parlez-moi d'opportunités. Et aujourd'hui, nous avons des véritables opportunités qui se trouvent devant nous, parce que tout le monde aujourd'hui accepte le fait que nous ne pouvons pas continuer à fonctionner sur des modèles de développement comme nous l'avons fait jusqu'à aujourd'hui. Que nous devons réfléchir autrement. Et je pense que c'est là-dedans qu'il faut aller chercher les solutions. Dans le cadre de cette conférence, nous avons dit pourquoi ne pas réfléchir à un véritable observatoire est-africain pour les changements climatiques, qui partirait de l'acquisition des données jusqu'à la régulation des conflits. Et dans chacun de ces sous-départements, nous mettrons des chercheurs est-africains qui vont travailler sur ces problématiques avec des chercheurs occidentaux. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, si les laboratoires occidentaux souffrent à cause de la crise de financement, et que les besoins se trouvent chez nous, un transfert de technologies, la recherche ne peut être
trouver les moyens de financement que si en commun, les laboratoires du Nord comme les laboratoires du Sud ne présentent pas des projets bancables sur des problèmes réels qui se trouvent sur le terrain. L'autre élément important sur lequel je voudrais qu'on réfléchisse ensemble, on s'attarde, c'est un élément très important, et là ça concerne le bailleur et le politique, des solutions concertées. Tant qu'il n'y aura pas de solutions concertées entre les pays, entre les politiques, au sein d'un même pays, je peux vous dire que la coordination au sein gouvernemental, et quels que soient nos pays, que ça part de la France jusqu'à Djibouti, il n'y a pas d'action concertée au sein d'un même gouvernement. Le ministre des Finances a sa politique et sa stratégie, le ministre de l'Enseignement supérieur a la sienne, etc. Comment mettre le paquet pour que vraiment, à l'échelle nationale, il y a des politiques concertées, et à l'échelle internationale pour se dire stop, on ne peut plus continuer comme ça parce qu'on délapide le fonds public, on délapide, etc. Il y a un véritable problème, il faut qu'il y ait des actions concertées. L'autre problème, c'est le bailleur. Et j'arrive au bailleur parce que, effectivement, là également, il y a décaisser, 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 décaisser. Celui qui va décaisser le plus rapidement aura l'argent. Et je pense que c'est une erreur. Il faut qu'on arrive à se battre. Je vous assure, je le vis tous les jours. Que ce soit avec la Banque mondiale, que ce soit avec le PNUD, que j'en passe. C'est lui qui décaisse le plus vite parce qu'il faudra faire des rapports d'adaptation, etc., que de toute façon personne ne va lire. Il faut qu'aujourd'hui on arrive à se battre en se disant les rapports d'adaptation, les rapports, etc., etc. Stop. Nous avons des actions prioritaires qui méritent un transfert des technologies, qui méritent un travail de recherche. Et vous l'avez montré, en tout cas moi j'en suis témoin, quand il y a une coopération d'institution à institution, ça marche très bien. Quand il y a d'un ministère à un ministère, ça ne marche jamais. Et pourquoi? Et c'est là que nous devons, nous en tant que politiques, se remettre en cause. Et beaucoup de gens maintenant se remettent en cause. J'étais à une réunion à Paris sur autre chose, et on a posé des questions fondamentales, c'était sur la francophonie, de se dire comment on peut mener des actions concertées et pour avoir des solutions adaptées. Alors, pensons grand, agissons, alors commençons petit, mais multiplions le plus rapidement possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors il nous reste quand même un espace de quelques minutes pour des interventions dans la salle, s'il y en a, et je vois tout de suite une main vaillamment se lever qui est celle de Pierre Jacquet. Et donc je lui passe le micro. Merci beaucoup. En sciences économiques et sociales dans les pays en développement. Et donc tout ce que vous avez dit est vraiment pas béni pour moi, parce que ça correspond exactement aux raisons pour lesquelles cette mission, nous l'avons vue, c'est importante. Et il y a trois aspects qui sont intervenus dans le débat. Le premier, c'est ce qu'on appelle en anglais empowerment, c'est donner aux pays les moyens de poser leurs propres questions, d'avoir les moyens analytiques, d'apporter leurs propres solutions, et ensuite de pouvoir dialoguer avec les pouvoirs publics pour influencer l'élaboration des politiques publiques. La deuxième motivation, c'est le fait, comme vous l'avez dit tous, que les solutions sont avant tout locales. Et donc, si on veut identifier des solutions locales, il faut avoir des travaux de recherche locaux qui proposent des analyses contextualisées des différents problèmes. Et puis la troisième chose qui est intervenue peut-être de façon beaucoup plus indirecte dans le débat, c'est le rôle des sciences sociales. C'est-à-dire qu'en gros, dans ce que vous avez dit, il y avait beaucoup de diagnostics sur le fait que la technologie et la science vont apporter le quoi, mais ensuite le comment mettre en œuvre tout ça, c'est quelque chose qui dépasse de loin la seule dimension scientifique et technique. Et pour analyser ce comment, finalement, c'est un petit peu le rôle des sciences sociales en général. Donc j'étais très très heureux de vous entendre, mais du coup j'ai quand même deux questions à vous poser sur le comment. C'est-à-dire que je crois que dans cette salle, grâce au pouvoir de conviction que vous aviez, on va tous partager votre diagnostic. Le problème, c'est qu'en dehors de la salle, ce n'est pas vraiment le cas. Et on est dans un monde dans lequel on pense solution globale. On est dans un monde dans lequel on a l'impression qu'on va pouvoir, par la puissance de la science et des approches universitaires, on va pouvoir trouver des solutions pour la planète. Et on est dans un monde dans lequel, comme nous, dans certains pays développés, on a appris de nos erreurs, on ne veut pas que les pays en développement fassent les mêmes erreurs. Donc on va les contraindre, on va leur mettre des conditions, parce qu'on ne veut pas que la coopération qu'on met en place avec eux conduise à des erreurs de politique publique. Et donc on est dans un monde dans lequel on veut gagner du temps.
Et en empêchant les erreurs, on empêche aussi l'apprentissage. Donc la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour contrer cette dynamique qui est quand même très très puissante? Et puis, la deuxième question est un peu aussi à vous, puisque vous avez mis l'accent sur le fait que la question « quoi » ne suffit pas, « quoi faire » n'est pas suffisant. Vous avez tous indiqué que finalement c'est le « comment faire » qui est important, mais comment vous répondez à cette question vous-même? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que l'accent soit davantage mis sur le commun, sur le comment, de la part des politiques en général, mais aussi de la part des bailleurs de fonds. Et moi, je serais très intéressé par les réponses que vous apporterez, parce que je suis en train de chercher un discours pour essayer d'expliquer aux bailleurs pourquoi et comment ils devraient davantage aider la recherche, notamment en sciences économiques et sociales dans les pays en développement, et j'ai quand même du mal, comme le ministre tunisien l'a dit. La chef de cabinet du secrétaire général qui était souffrante, parce qu'il tenait énormément à être avec vous ce soir. Moi, je vais vous poser la question du côté des praticiens. Nous sommes une équipe, je travaille avec Mario au centre de développement, dans lequel nous n'avons plus de réseau de think tank. Nous sommes en train de réfléchir à, et nous avons discuté avec Jean-Marc, comment remettre ça un petit peu en version 2.0. Entre-temps, la Chine a rejoint le centre de développement. Et ils sont en train de travailler sur une initiative justement de recherche, de la Silk Road Initiative. Et ils viennent nous voir en disant comment est-ce qu'on peut travailler avec vous et avec les centres de recherche. Donc je vous retourne la question, puisque moi je ne suis que l'humble messagère. On a essayé de réfléchir un petit peu c'est pas complètement vrai, parce qu'on a essayé de réfléchir un petit peu à comment mettre en réseau justement ces savoirs qu'on avait mais qui étaient mal connectés. Là maintenant on a un acteur qui n'est pas des moindres, qui nous pose la question. Donc c'est une question qu'on ne va pas résoudre aujourd'hui, mais on va s'associer avec l'IRD et nous aimerions voir comment effectivement répondre à ces demandes de mise en relation pour justement alimenter les politiques, parce que c'est pas désintéressé. Voilà, je vous remercie. Au profit d'un développement durable dans les pays du Sud. Donc, le groupe Nutri7 est un acteur majeur dans le traitement de la prévention, dans le traitement et la prévention de la malnutrition dans le monde. Un sujet qu'on a bien discuté. Et c'est en fait vraiment un moment, la réunion de la recherche des nutritionnistes, de la recherche de l'IRD, des besoins des humanitaires sur le terrain et de l'innovation et technologique de Michel Lescane, fondateur du groupe Nutri7, qui a permis de concevoir et de produire le produit innovant du traitement de la malnutrition, qui a révolutionné le système de soins de cette problématique majeure. Comment? Par la création d'un produit ready-to-use therapeutic food, c'est-à-dire c'est un produit prêt à être consommé, ce qui a eu 3 leviers de développement majeurs. Je vais essayer d'aller vite parce que vous êtes pressés. Donc c'est tout d'abord par la production à l'échelle industrielle, la possibilité de multiplier le nombre d'enfants soignés et traités. Mais c'est aussi la possibilité dans le changement du traitement, donc le fait de ne plus avoir à préparer du lait avec de l'eau, donc d'une hospitalisation. Maintenant, les enfants peuvent être traités chez eux, ce qui permet de libérer la mère de se mettre loin du foyer familial. Nous savons très bien que les mères sont très actives aussi dans la famille, mais aussi au niveau de l'économie locale. Et le troisième point très important de ce levier de développement, ça a été la création d'un réseau d'entreprises locales. D'entreprises locales qui ont bénéficié d'un transfert technologique, d'un transfert de R&D sur des nouveaux produits, de formation, parce que comme vous avez dit, c'est très important que les personnes sur place puissent bénéficier de ce transfert pour l'appliquer et pour continuer ce développement. Donc je pense que c'est vraiment un exemple concret d'école, un exemple. Et on peut dire maintenant que depuis la création en 2005, à peu près 30 millions d'enfants ont été soignés. Il y a eu à peu près 19 millions investis dans le réseau, c'est énorme. Il y a à ce jour 700 personnes qui travaillent dans les unités locales, donc ça a développé l'économie locale. Et pour faire l'exemple de l'importance de l'innovation
dans le développement durable. Maintenant, on essaie de développer de nouveaux produits alimentaires. Donc on est passé de la malnutrition à l'alimentation. Et ces produits, c'est des produits qui répondent aux besoins locaux. Donc il y a toute une étude sociologique parce qu'au Burkina, le babenda est fait avec un certain riz. Au Togo, ce n'est pas le même produit. Donc il faut vraiment reprendre ces besoins. Et l'objectif, c'est d'utiliser des matières premières locales pour favoriser le développement d'une agriculture, d'une filière agricole locale, mais c'est aussi pour permettre aux gens de mieux se nourrir, mieux s'alimenter et donc bypasser des problématiques qui peuvent être des soins. Ils n'ont pas nécessairement les moyens. Donc c'est si on peut parler, c'est pour moi un cycle vertueux et d'une innovation continue. Et le dernier point, je pense qu'il est important, dire que le groupe a ouvert de nouveaux brevets sur les LNP aux pays du Sud pour qu'ils puissent tous participer à cet exercice de recherche et de développement ensemble. Il y a des chercheurs, je ne dirais pas concurrents, mais des chercheurs d'écoles différentes de l'IA. Et on s'aperçoit qu'il y a des approches qui finissent par se rapprocher, puisque de ce produit de lutte contre la malnutrition d'urgence, de la nutrition aiguë, vous rejoignez des recherches autres, et j'espère qu'on va d'ailleurs pouvoir se faire rencontrer des différentes équipes pour essayer de travailler de façon intelligente. Patrick, vous voulez faire une intervention, ce sera la dernière ce soir. Elle sera très brève, parce que c'était une conversation qu'on avait eue il y a quelques jours. Au passage, je me réjouis que l'OCDE reprenne ce flambeau qui était à l'origine, quand le centre de développement a été créé, cette vocation de réseau était très présente, c'était même l'activité principale du centre de développement. Et donc, il y a juste le retour des choses. À la Ferdi, je suis président de la Ferdi, qui est un think tank clermontois, n'est-ce pas, madame? Mais qui a une vocation non seulement nationale, mais internationale, qui a été créée à partir du CERDI, avec le but de développer un think tank français, mais ayant une influence européenne et au-delà, le modèle étant les grands think tanks anglo-saxons. Et je dois dire que malgré les appuis qu'on a reçus, c'est très difficile d'atteindre la dimension, la visibilité. Et bien, ce que nous avons voulu faire, ce que nous cherchons à faire, c'est d'avoir une activité de think tank qui soit vraiment ancrée au Sud, c'est-à-dire qui fasse participer des économistes du Sud. Alors nous le faisons un peu, mais les difficultés qu'a souligné Pierre existent parce qu'il faut des moyens non seulement humains, mais aussi financiers que nous n'avons pas, mais c'est un vrai enjeu. Et le but n'est pas de dire aux chercheurs du Sud ce qu'ils doivent faire, mais c'est de les aider à faire et à dire ce qu'ils ont à dire, même si ce n'est pas exactement ce que nous voudrions qu'ils disent. Voilà. Exactement. Merci, c'est presque un mot de conclusion, mais il y en aura encore quelques... Je voudrais que la science est en relation avec les problématiques de la société. C'est ce que nous avons fait au niveau de l'Union africaine et les chefs d'État ont adopté ce que nous appelons la stratégie de la science et technologie pour l'Afrique 2024. Et justement, à la différence de certaines autres stratégies, on a essayé de démontrer qu'est-ce que la science peut contribuer pour résoudre les problèmes de la société, la malnutrition, la faim, la lutte contre la pauvreté, les questions de santé, communication, etc., etc., la création de richesses. J'ai amené quelques copies de ce document, c'est sur la table de haut, donc vous pouvez effectivement en prendre connaissance. Donc ma contribution, c'est vraiment, il est important que nous nous assurons que la science vraiment, que nous démontrons, que nous communiquons, que la science est là pour répondre, pour essayer de résoudre les problèmes de la société. Et bien sûr, dans son ensemble, la science, on peut dire que les principes sont universels. Et la recherche fondamentale va toujours être utile dans tous les endroits. Maintenant, quand nous passons à la recherche-développement, nous pouvons avoir justement certaines qualités où les spécificités doivent être prises en compte. Et pour terminer, je voudrais remercier l'IRD parce que moi-même, je suis un bénéficiaire de l'IRD. Quand ça s'appelait Orstorm, en fait, quand je faisais, parce que je suis ingénieur agronome de formation, et en fait j'ai suivi un stage de fin d'études à l'IRD, c'était au Burkina, au nord du Burkina Faso,
où on a fait un travail du sol à sec. C'est spécifique pour cette zone, dans les zones semi-arides. Dans d'autres situations, ce n'est peut-être pas très adapté. Donc, merci à l'IAD. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Philippe, donc il va nous faire une révélation de son coming out. C'est un ancien gardé également. Non, justement, je disais que je me sentais de plus en plus seul dans la salle, prise au piège. Et non, mais j'aime beaucoup lire. Donc ça va, tu es un gardien d'honneur. Non, bon, juste quelques mots, mais c'est vrai qu'on a abordé ici beaucoup de sujets qui sont de nature liée mais relativement différente. Hein. Mais bon, le temps ne permet pas forcément d'aller très loin dans chacun. Mais on a parlé d'innovation, qui n'est pas tout à fait la recherche, qui n'est pas tout à fait le transfert de technologie, tout ça. Voilà, c'est les difficultés d'exercice. Moi, peut-être un élément de réponse éventuellement sur le comment, parce que moi, c'est le comment qui nous intéresse beaucoup, effectivement, et je parlais d'innovation méthodologique. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'association des acteurs, il faut sortir des silos mono-acteurs. Ça, c'est le premier élément. Il faut de plus en plus décloisonner et faire en sorte que les acteurs se rencontrent, que les chercheurs sortent de leur recherche, que les innovations, encore une fois, y compris les populations défavorisées, sont porteuses d'innovation. Attention, c'est pas seulement elles ont besoin d'innovation, elles sont porteuses, elles peuvent être. On rencontre beaucoup d'innovations dans des espaces les plus. C'est justement même là qu'on a besoin que les citoyens sont le plus capables d'innovation parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc toute la question, c'est comment on arrive à rendre visible tout ça, comment on lui donne sens, comment on le valorise, et comment les acteurs s'ouvrent et acceptent peut-être d'être un peu plus humbles dans le partenariat. Chacun n'en venant pas avec des certitudes, mais venant avec l'envie d'expérimenter ensemble. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc avec la participation des puissances publiques, les chercheurs, les associations, les acteurs de terrain, des investisseurs qui peuvent être intéressés par expérimenter et les bailleurs eux-mêmes qui doivent participer pleinement de l'opération, y compris en ne sachant pas forcément à quoi ça va aboutir. Donc c'est ce qu'on a parlé, la capacité à prendre des risques, à financer les risques, mais c'est aussi le droit à l'erreur. Et je pense que c'est fondamental, enfin, c'est le premier élément peut-être qu'on apprend d'ailleurs quand on commence à... Hein, c'est le droit à l'erreur, et si on supprime le droit à l'erreur, on a tout fait. Bon, c'est un beau message qu'il faudra porter en Europe aussi, je crois. Surtout, c'est un autre élément de réflexion qu'on pourrait avoir ce soir. Kaléa. Merci. J'essaye de donner quelques réponses pour le comment. Je vois des éléments qui peuvent servir à répondre à ça. Par exemple, voir la différence entre efficacy, excusez-moi, efficacy et effectiveness, c'est différent. Donc, quand on parle de global ou bien international versus local, ça dépend. Si on parle d'efficacy, le global nous sert beaucoup. Si on parle de effectiveness, le local nous sert énormément. Donc du coup, c'est déjà une des réponses serait de reconnaître un nouveau type de science, parce que l'IAD le faisait, the science of delivery, le comment. On a des résultats, on a des réponses, mais ça peut ou ne pas marcher. Donc il faut y aller, comprendre qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas dans des conditions différentes. Donc reconnaître the science of delivery serait une première réponse. Deuxièmement, c'est aussi innover dans la façon dont on travaille. C'est-à-dire multisectoriel, travailler avec différents ministres en même temps, c'est pas facile. Donc il ne faut pas être égocentrique, il faut se dire on est là pour répondre à une réponse. Et donc du coup, s'asseoir ensemble pour travailler ensemble, malgré les difficultés. Et pour l'évaluation du développement aussi, il nous faut des innovations. Parce qu'on ne peut pas évaluer des projets multidisciplinaires, multisectoriels, de la même façon qu'on évalue un projet spécifique. Donc même des outils d'évaluation, on a besoin d'innover dans les outils d'évaluation également. Mais
généralement, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est s'asseoir ensemble, travailler ensemble, parce qu'on a les mêmes buts. Et être d'accord pour les compromis. Merci. Belle évolution des conclusions. Mohamed David, ce panel. Merci beaucoup. Pendant longtemps, nos pays ont souffert et ont contribué à augmenter cette souffrance, je dirais, dans la mesure où on définit toujours des politiques d'urgence et des priorités. Nos politiques d'urgence et des priorités, c'est la nutrition, l'éducation, la santé, etc., etc. Et dans ces priorités, malheureusement, on ne voit jamais la durabilité. C'est là où on arrive au commun. Un exemple. On veut irriguer une parcelle pour l'agriculture. On vous dit qu'il faut réduire la consommation de l'eau. On va vous donner l'irrigation goutte à goutte. Je l'ai vu moi-même, donc je parle d'une expérience personnelle. Donc on vous donne l'irrigation goutte à goutte. Malheureusement, j'ai vu la même personne quelque temps après. Le trou était bouché, il casse le tube et il continue à arroser normalement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience au niveau de la politique qu'on ne peut pas durer. Convaincre le bailleur, maintenant, c'est autre chose. Je le dis parce que chaque jour, je suis confronté à ce problème-là. Et qu'aujourd'hui, que l'Union africaine prenne le taureau par le cornes, je pense que c'est une très très bonne chose. Je voudrais vraiment saluer et lire ce document parce que j'avais un peu partagé avec Carlos Lopez, qui est venu faire une conférence à Djibouti. Et souvent, j'étais celui qui montrait souvent les idées qu'il présentait et que j'apprécie beaucoup. Je pense qu'il faut continuer dans ce comment à se battre, à se dire que ça ne peut être durable que si, comme je disais, au-delà des actions adaptées, il y a des politiques concertées. Et ça, c'est vraiment très très important. Ce n'est que comme ça que ça peut marcher. Des politiques concertées au niveau des décisions des politiques du pays, mais également au niveau du bailleur. Juste un dernier point. Alors, le résultat de la recherche, je pense que là où on arrive à différents... il y a la diffusion. Tant qu'il n'y a pas de diffusion, et c'est vrai que nous, chercheurs, on a flotté pendant de longues années à être dans notre cocon, à faire de la recherche. Moi, j'ai assisté une fois à une thèse il y a très longtemps, quand j'étais jeune. Un jeune avait travaillé sur un gène du séquoia. Et parmi les jurys, il y avait quelqu'un qui était botaniste. Il pose: est-ce que vous connaissez le séquoia? Il ne s'est même pas posé la question de savoir qu'est-ce que c'était que le séquoia. Il s'est fait vraiment ridiculiser ce jour-là. Et c'est là où, justement, je pense qu'on doit travailler, je veux dire, avec différentes spécialités. Et non seulement dans un cocon de chercheurs, mais également ouvrir un partenariat au niveau des ONG, Moi, j'ai appris beaucoup avec les gens du terrain, mais vraiment énormément. Et on n'arrive pas en terrain conquis. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, si elle a des taux de croissance enviables, ne peut pas continuer, comme je disais, sur des schémas de développement, parce qu'aujourd'hui, on vous envie et on est en train de copier ce que vous avez fait dans le mauvais côté. Aujourd'hui, je suis étonné, quand je pars en Europe, que les enfants européens sont plus conscients de préserver l'environnement que nos propres enfants. Et il y a un véritable problème. Et je pense que nous devons travailler sur tous ces aspects-là. Non seulement sur les aspects de la recherche, mais un résultat de la recherche ne peut être durable que si nous avons maîtrisé l'ensemble de ces problématiques. C'est pas facile, c'est pas gagné d'avance, mais je pense que ce problème de conscience qui aujourd'hui existe en Europe doit également être transféré dans notre pays dans nos pays en disant faisons ensemble justement pour préserver la planète. Et moi j'aime bien le logo de l'IRD et j'arrête ici, agir avec le Sud. Merci. Je ne sais pas si tout ça est impossible à synthétiser. Il y a beaucoup de mots. En tout cas, beaucoup de mots sont revenus quand même. Ouverture, dialogue, écoute, compréhension, échange, diffusion. Voilà, ne pas rester dans des cocons, ne pas rester dans des silos. Dialoguer finalement, dialogue. Peut-être que c'est un mot à réinventer. Pour terminer notre panel, malheureusement, Annick Girardin, notre secrétaire d'État à la coopération et au développement à la francophonie, n'a pas pu venir.
mais elle a délégué tout spécialement pour nous Sarah Marniès, qui va prononcer quelques mots de clôture en son nom et qui, je l'espère, apportera aussi à la ministre la richesse de nos débats et le fait d'ailleurs que ce sont un des seuls side events qui se soient tenus ici en français à Addis Abeba. Tout en français. Peut-être commencer comme ça. Donc toutes ces excuses dans une journée où les side events s'enchaînent nécessairement et prennent du retard, le dernier est celui qui est sacrifié au final. Mais elle le regrette profondément et si elle m'a demandé de lire ce message, c'est parce qu'elle était particulièrement heureuse de conclure ce séminaire sur la science, la technologie au service des objectifs du développement durable. Pour une raison évidente, pour atteindre les objectifs du développement durable, il faudra progressivement changer nos modèles économiques et pour cela, il faudra innover et partager ces innovations, les diffuser. Promouvoir la science, la technologie et l'innovation pour atteindre les objectifs du développement durable, c'est aussi ce que nous sommes venus discuter à Addis Abeba. Et nous soutenons la création d'un mécanisme de facilitation des technologies pour les ODD. J'imagine que vous avez dû en parler. La France s'est mobilisée sur cette proposition avec le Brésil, la Suisse et d'autres. Et l'on sait combien ce sujet est une priorité pour les pays en développement, notamment les PMA désireux de promouvoir le développement durable. Et vous en avez largement discuté. La science et les innovations doivent se diffuser et il faut faciliter ces transferts de technologie. Voilà à quoi va servir ce mécanisme. Donc l'innovation, la recherche, c'est une priorité gouvernementale française. Je crois que la prise de conscience a eu lieu et que nous y travaillons sérieusement. La secrétaire d'État en fait un vrai sujet de sa politique de développement. C'est un sujet qu'elle porte et qui repose sur une conviction. Tout simplement, les défis du développement durable nous obligent à élever notre ambition technologique, à innover et à partager ces innovations. Sur le terrain, les exemples sont nombreux qui montrent que pour changer le quotidien, des nouvelles technologies se diffusent et permettent de transformer radicalement les conditions de vie. Les technologies renouvelables qui commencent à remplacer les groupes électrogènes, la téléphonie mobile qui révolutionne l'accès au financement et au marché pour les agriculteurs ou pour les PME. La recherche dans l'agriculture si importante qui permet de développer des modes de production plus résistants aux impacts du dérèglement climatique, plus respectueux de l'environnement, vous connaissez par cœur tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que pour ne laisser personne de côté, et c'est le mot d'ordre, ça veut dire qu'il faut être capable de fournir des solutions pour chacun et chacune dans la durée. Et c'est pour cette raison qu'il faut mettre les meilleurs esprits à contribution pour accompagner cette recherche et cette technologie, et nos instituts de recherche en particulier, et quels que soient les pays, pour qu'ils créent des réseaux, et ce mot a été largement prononcé, et c'est ce qui est important, travailler ensemble, co-créer, pour qu'ils collaborent avec des acteurs qui sont sur le terrain et s'imprègnent chacun des priorités et des manières de faire, ici et au Sud, et le Sud évidemment est l'acteur majeur dans ce schéma. Le groupe de recherche qui est en train de travailler sur ce sujet en France pour faire se rapprocher la politique de développement et la recherche pour le développement a proposé de passer du terme recherche pour le développement au terme développement par la recherche. Et je trouve que c'est vraiment excellent comme changement sémantique, ça c'est vraiment porteur de sens. Donc c'est sur cette base qu'il faut avancer. Car nous n'avons jamais trouvé rien de mieux que la co-création pour inventer et pour innover. Là aussi, c'est un mot-clé. Quand les innovations sont partagées, elles se diffusent mieux, elles se diffusent plus rapidement et elles sont mieux adaptées aux besoins. L'accélération des technologies numériques est aussi un formidable vecteur de développement, et ça, il faut en parler. Nous voyons d'ores et déjà combien ces innovations font progresser les chances de beaucoup de jeunes pour l'éducation, les échanges, le commerce, l'entrepreneuriat, la démocratie, bien sûr, et les droits humains. Nous voyons, pas plus tard que la semaine dernière, au ministère des Affaires étrangères, avait lieu le jeu digital que porte Axel Lemaire et
qu'ont organisé Annick Girardin et Axel Lemaire sur les innovations le numérique en faveur du développement. Et on a vu un panel de start-up absolument formidable expliquer comment leur méthode révolutionnait les conditions de vie et des acteurs sur le terrain. Donc c'est un vrai potentiel et il faut aller dans cette direction. Bien sûr, il faut aussi mettre à profit la richesse des technologies autochtones, et ça, vous en avez aussi beaucoup parlé, pour la résilience de l'agriculture, pour la gestion des écosystèmes, pour l'organisation sociale, la vie en société. Parce que ceux qui vivent au quotidien ces besoins ont des savoirs qui valent parfois tous les progrès technologiques. Enfin, le sujet climatique est essentiel. Il conditionne notre développement futur. Il nous oblige à rechercher partout et vite des solutions innovantes conduisant à la neutralité carbone pour l'énergie, les transports, les infrastructures, l'habitat. C'est un vrai appel à l'innovation pour arriver à atteindre ces objectifs. Donc je vous mentionne très rapidement quelques initiatives que la secrétaire d'État a prises pour aller dans cette direction, soutenir l'innovation et la recherche. D'abord soutenir les innovations financières pour l'inclusion sociale, pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour les entreprises sociales, on en a parlé plusieurs fois aujourd'hui. L'AFD a lancé un outil sur ce sujet via le financement d'impact, et avec ce sujet qui est comment on mesure derrière pour mesurer les impacts et ensuite les valoriser. Le sujet de l'innovation sociale, et là vous en avez aussi très bien parlé, ce sujet, c'est un sujet qui est aussi au cœur de la politique de la secrétaire d'État. Elle a notamment lancé récemment La France s'engage au Sud, qui est l'extension au sud de l'initiative de François Hollande, La France s'engage. Donc c'est un concours pour récompenser des innovateurs, l'innovation sociale au sud, avec l'appel à projet qui se clôture le 14 juillet et la sélection de 10 innovateurs en octobre, je crois. C'est ça le calendrier. Elle a créé un outil qu'on a appelé PISCA, qui est ce financement de projets innovants pilotes portés par des coalitions d'acteurs sur les territoires, et ces coalitions d'acteurs qui se regroupent autour d'innovations sociales pour accompagner le changement. Des innovations numériques, on vient d'en parler, et elle va lancer avec Axel Lemaire le plan numérique au Sud en septembre, avec un appel tout l'été aux bonnes volontés sur un principe de crowdsourcing, alimenter la réflexion et trouver les bonnes solutions pour que le numérique nous aide dans notre politique de développement. Des innovations dans les domaines essentiels, on ne va pas revenir sur tout ce que ça apporte dans la santé, l'éducation, l'énergie, l'eau, l'habitat, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut trouver au sein de nos agences de développement les mécanismes de financement de ces projets technologiques. C'est ce qui était important et c'est ce sur quoi nous travaillons beaucoup en France. Les innovations, enfin, là, il ne faudrait pas que je dise ça, mais les innovations dans les domaines, dans les modèles de développement, et ça c'est très important, les modèles économiques. Parce que l'économie inclusive, au-delà de la RSE, parce que l'entrepreneuriat social et solidaire, les circuits ouverts, l'économie solidaire, l'économie circulaire, pardon, et tous ces modèles collaboratifs sont vraiment une solution pour arriver à concilier pérennité et impact social et environnemental. Et c'est une grande partie de la solution pour demain. Donc nous avons du travail à faire dans ce domaine et c'est évidemment pour appeler à ce travail collaboratif que la secrétaire d'État a lancé ce chantier en janvier sur le rapprochement de la recherche et des politiques de développement, avec l'objectif en décembre de sortir une feuille de route opérationnelle, des vraies conclusions opérationnelles. C'est un groupe qui est pluriacteur, qui rassemble des acteurs de la société civile, du CNDSI, enfin du groupe qui rassemble les acteurs du développement en France, des chercheurs bientôt, bien sûr, autour de cet objectif de mieux travailler ensemble avec un objectif commun qui est la poursuite du développement durable et la recherche au cœur de ce dispositif, pas pour elle-même, mais pour la politique de développement, irriguant aussi la recherche en retour, etc. Donc là, il y a un chantier qui est lancé et qui doit, en décembre, donner lieu à une vraie feuille de route opérationnelle. Je pense qu'il faut qu'on se rapproche du monsieur
de l'UA pour comparer nos feuilles de route et essayer de travailler ensemble sur ce sujet. Donc, pour tout cela, il faut deux conditions, mais vous en avez largement parlé. Il faut investir, continuer à investir dans la recherche. Et ressources et budgets contraints, c'est compliqué, mais la France fait de la recherche un sujet prioritaire et elle ne le sacrifie pas. Donc continuer à investir dans nos centres de recherche, amener cette recherche à se réformer pour qu'elle soit vraiment en phase. Elle fait beaucoup de choses, mais qu'elle soit plus en phase avec les objectifs de politique. Et que cette recherche travaille mieux en réseau, en partenariat, qu'elle s'ouvre aux acteurs, y compris au secteur privé, pour être vraiment en phase avec les enjeux de notre société et y répondre. Et ensuite, que tous les pays se dotent de cadres favorables à l'innovation, parce que c'est une condition essentielle pour favoriser l'innovation. Voilà. Donc, je sais que c'est vaste, ce champ de coopération est vaste, qu'il faut qu'on se mette tous autour de la table, et c'est ce qui est fait. Cette co-construction, c'est le pilier de l'innovation au XXIe siècle. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et en tout cas, grand merci pour tout le travail que vous faites ensemble et continuons ensemble. Merci. C'est fini. Appuie on va dire appuie sur le bouton. L'autre photo. Je vais regarder. Il marche pas. Vous taillez avec. Je crois qu'il faut faire une avec Sarah. Ce serait juste. C'est la justice de faire avec.